Mesdames, Messieurs, chers amis, si vous le voulez bien, nous allons ouvrir cette rencontre d'art et spiritualité et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Anne Dolores Marcellis. Anne Dolores Marcellis se présente un profil très particulier par ses activités. Je dirais que c'est une sorte de synthèse entre Clio et Terpsichore. Vous allez me dire qui c'est Clio et Terpsichore. Certains d'entre vous le savent sans aucun doute. Clio, c'est la muse de l'histoire et Terpsichore, c'est la muse de la danse. Alors, en vous définissant le profil de cette manière, je ne dirais pas que j'ai tout dit, mais j'ai déjà dit l'essentiel quand, je le répète, à la personnalité de notre conférencier. En effet, les activités durant toute sa carrière se sont partagées, et de manière d'ailleurs très complémentaire, entre l'histoire et la danse. Ça a commencé très tôt, puisque déjà, durant ses humanités, elle avait fait choix d'humanité artistique, plus précisément dans une section danse classique. Elle entreprit ensuite des études d'histoire, d'abord des candidatures en histoire, et c'est évidemment là que j'ai eu le plaisir d'être un de ses premiers professeurs. Ça fait déjà évidemment quelques années, n'en disons pas plus. Et puis, après avoir conquis sa candidature en histoire à ce qui était encore à l'époque les facultés Saint-Louis, elle a poursuivi une licence à l'Université catholique de Louvain. Pendant une dizaine d'années, les dernières années du siècle dernier et les premières années du présent siècle, elle a été titulaire d'un mandat d'assistante au département d'histoire de l'Université catholique de Louvain et plus précisément au séminaire d'histoire contemporaine où elle a eu l'occasion bien sûr de travailler sur divers sujets avec les étudiants, et là se sont déjà dessinées quelques tendances qui caractérisent aussi ses recherches personnelles. En effet, après un mémoire de licence qui se situait déjà dans la perspective de l'histoire des communautés religieuses, elle a mené à bon terme un doctorat en philosophie et lettres histoire en 2004 sur le sujet « Femmes cloîtrées des temps contemporains ». J'y reviendrai à propos de ces publications. Mais je voudrais dire quand même un mot aussi de l'autre facette de sa personnalité, c'est-à-dire la danse, puisque très vite, très tôt, parallèlement d'ailleurs à ses activités d'historienne à l'université, elle s'est appliquée à à animer des cours et des pratiques de la danse. Je suis beaucoup moins à l'aise pour vous parler de ses activités de danseuse que de ses activités d'historienne, mais je constate que la danse lui a donné l'occasion de se former et puis d'en former d'autres en différents lieux, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Louvain-la-Neuve, mais aussi à Cologne, au Portugal, aux Pays-Bas. Après avoir été assistante, donc, comme je vous le disais, en histoire contemporaine, pendant plusieurs années, elle a été chercheuse et animatrice, toujours en histoire, mais dans un autre secteur que les communautés religieuses, au CAROP. Le CAROP, c'est-à-dire le Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire, où elle s'est penchée là sur des thématiques d'histoire sociale. Histoire des salaires, histoire du chômage, histoire aussi de l'immigration, tout en poursuivant, en approfondissant, je dirais même, la maîtrise des techniques de danse contemporaine et en improvisation. Et d'ailleurs, elle a décroché, entre autres, un certificat, je crois qu'on peut l'appeler ainsi, en contact danse technique à Berlin. Dire effectivement que c'est tous azimuts qu'Anne Dolores Marcellis a développé et mené ses activités.
Alors, je voudrais souligner aussi qu'actuellement, donc, elle enseigne ce que l'on appelle la danse contact-improvisation, et, je la cite, dans des écoles en milieu aquatique et auprès des animaux de ferme. Vous voyez que c'est vraiment un profil très original. Mais j'en reviens à ces publications en histoire, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous amène tout particulièrement ici. Donc, elle a publié deux ouvrages. Le premier, issu de son mémoire de licence, donc elle avait soutenu, je le rappelle, à l'Université catholique de Louvain, sous le titre « Sous le voile, le monde des religieuses cloîtrées au XXe siècle, l'exemple du Carmel de Floref », donc centré sur une communauté. Et puis, comme il en va souvent pour son doctorat, elle a élargi les perspectives, elle est sortie du Carmel de Floref pour aller à la rencontre d'autres communautés, et cela a donné lieu à ce travail, donc, disons, produit de sa thèse de doctorat sur les femmes cloîtrées des temps contemporains, vie et histoire de Carmélite et de Clarisse en Namurois, 1837-2000. À côté de cela, Anne Dolores a également publié quelques travaux dans le cadre du CAROP, puisqu'il y avait exercé pendant, je vous l'ai dit, un certain nombre d'années des activités de chercheuse, et je ne vais pas les énumérer, ce sont surtout d'ailleurs, comme il en va aujourd'hui, des publications en ligne, mais j'en relèverai tout de même une qui est caractéristique, effectivement, encore une fois, de la conjonction entre ces différentes activités, danse et mouvement ouvrier, la question ouvrière sur la scène chorégraphique. Eh bien, je crois que tout cela résume évidemment fort bien les différentes facettes d'une personne qui reste une, qui combine ces facettes. Eh bien, Anne Dolores, Clio Terpsichore Marcellis, à vous, non pas la danse, mais la parole. Merci, Monsieur Cauchy. Ce portrait très valorisant. Il n'est jamais facile de prendre la parole après Monsieur Cauchy, mais je vais m'y essayer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je dois parler plus fort? Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et citer le titre de cette conférence. Alors, oui, nous avons un magnifique diaporama. Vous filmez la conférence, c'est ça, vous filmez? D'accord. Voilà. Mais en fait, je ne vais pas l'utiliser tel quel, parce qu'il y a eu un malentendu, et je ne savais pas qu'il y avait un dispositif pour projeter, mais vous ne perdez absolument rien de cette conférence, parce que ce que je voulais projeter se trouve dans le petit dossier que je vous ai remis, donc ce sont les tableaux qui sont là, et qu'on découvrira en son temps. Donc, j'ai intitulé « Le politique au cœur de la vie cloîtrée, la loi de 1901 et l'exil des congrégations religieuses ». Et lorsque j'ai choisi ce titre, il me semblait être original en mettant d'emblée l'accent sur cette contradiction, d'une part des religieuses vouées à la prière et vivant hors du monde et cloîtrées à cet effet, mais qui sont constamment rappelées au monde par les péripéties de celui-ci. En fait, je ne faisais que redécouvrir ce que j'avais oublié après avoir laissé mon sujet de recherche doctorale au placard pendant 20 ans, à savoir l'impact du monde sur les moniales. La force du lien entre celui-ci et celle qui avait pourtant décidé très jeune la plupart du temps de le fuir et de l'abandonner. Avec ce titre, « Le politique au cœur de la vie cloîtrée », je voulais également souligner en quoi cet exil de 1901 a été fondateur au sens large. En 3 temps ou en 3 parties, et c'est un clin d'œil à mon professeur M. Cauchy, qui scindait également ses cours toujours en 3 parties, 3 paragraphes, 3 sous-titres, et pas plus. Et donc je remercie chaleureusement de m'avoir invité. Nous découvrirons donc l'impact profond et durable
de cet exil sur la spiritualité démoniale. Entrons directement dans le vif du sujet et je ferai les précisions méthodologiques en cours de lecture. Donc, si nous prenons le premier tableau qui est dans votre petit dossier, donc c'est celui-là. Voilà. On peut dire que le plus frappant lorsqu'on considère ce graphique qui représente le développement des couvantes contemplatives en Wallonie et à Bruxelles, donc il ne s'agit pas de la Belgique, je n'ai pas travaillé sur toute la Belgique, mais seulement pour le relevé des couvents, la Wallonie et Bruxelles, donc la Belgique francophone, on va dire. Donc le plus frappant quand on observe ce graphe est l'impact du politique. On commence avec 2 unités de couvantes contemplatives en 1800, ce qui témoigne de la force des mesures françaises de suppression de l'ordre monastique. Et puis on voit la hausse spectaculaire à l'horizon foncé, c'est l'arrivée des congrégations religieuses sur le sol belge. Et donc la courbe ici qui témoigne de la force de cet impact. Et donc pour le XXe siècle, pour ce territoire, 81 congrégations sont venues de France, dont 23 vont s'implanter définitivement et 57 vont regagner le pays, la France, avant 1939. Alors je ferai ici ma première note méthodologique, ou plutôt terminologique, à savoir le terme que j'utilise fréquemment pour mon sujet de thèse. Je parle de religieuses cloîtrées, ce qui n'est pas toujours pour plaire aux religieuses contemplatives elles-mêmes, mais ce terme a été choisi car il était le plus propice pour désigner mon sujet de recherche sur les religieuses en clôture. Parce que quand on parle de religieuses contemplatives, il ne s'agit pas toujours de religieuses cloîtrées. On fait généralement la distinction entre religieuses actives et religieuses contemplatives, mais il peut y avoir des religieuses contemplatives non cloîtrées ou des religieuses en clôture, mais qui exercent une activité apostolique. Souvent, ce sont les ordres monastiques, des activités, comme elles disent, secondaires ou complémentaires à leur activité principale de la prière. Donc, voyons les religieux, justement, qui composent le relevé que j'ai fait en préambule, justement, à l'analyse de la vie religieuse cloîtrée. Donc, on peut prendre le tableau 2, et là, on va voir ici les différentes familles religieuses qui composent ce relevé. Et j'ai présenté seulement donc, les familles religieuses apparues sous l'Ancien Régime. À titre indicatif, je vous ai mis aussi un tableau avec les religieuses fondées à l'époque contemporaine. Et ici, donc, on voit que les clarisses et les carmélites sont les familles religieuses les plus représentatives de la vie contemplative féminine sur le sol belge, avec 46 couvents de carmélites et 22 de clarisses. Et sur les 46 couvents de carmélites, 33 étaient exilés. Donc de nouveau, on voit l'ampleur de ce phénomène de l'exil des congrégations religieuses. On va revenir sur le contexte très brièvement, mais ça a été vraiment quelque chose de très marquant sur le paysage de l'époque. Donc 33 carmels étaient exilés et il y avait 13 fondations belges. Sur les 22 couvents de clarisses, 11 étaient belges, donc les clarisses ont une dimension plus nationale, on va dire. Elles viennent surtout de Flandre, c'est souvent des clarisses de la mouvance colétine, donc elles ont été fondées surtout par la Flandre. Mais donc il y a eu moins d'exil de clarisses, mais il y a quand même 11 exilés, 11 couvents de France. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'étudier spécifiquement ces deux ordres de façon plus qualitative. Donc à l'époque du temps de ma thèse, on utilisait, je pense, le jargon un peu des sociologues en parlant d'analyse quantitative et puis d'analyse qualitative. Alors bon, j'ai précédé mon analyse qualitative sur quatre cloîtres, 4 couvents, d'une énorme analyse quantitative dont vous voyez ici les résultats. Donc tous ces relevés, j'ai étudié tout le paysage contemplatif cloîtré avant de me focaliser seulement sur 4 couvents. Donc je me suis focalisée sur 4 couvents qui sont tous situés
à Namur et aux alentours, le Carmel de Floreffe, le Carmel de Namur, les Clarisses de Malonne et les Clarisses colétines de Saint-Servais. Je vois que j'ai oublié de vous faire une petite introduction avant cet exposé, à savoir j'ai parlé des 3 parties, j'ai oublié de dire quelles étaient ces 3 parties, et quand même pour vous situer et que vous ne soyez pas complètement perdu en disant mais où va-t-on, je vais quand même vous dire quelles sont ces 3 parties. Donc la première partie est la partie qu'on aborde maintenant avec les tableaux, qui est un peu tout le descriptif de ce phénomène de l'exil. La deuxième partie, on va aborder plus spécifiquement l'impact de cet exil sur l'insertion économique des couvents, et en troisième partie, l'impact de l'exil sur la spiritualité démoniale. Voilà. Donc nous sommes en première partie, je reprends mes notes. Donc j'ai étudié le Carmel de Floreffe et les Clarisses de Malonne, qui sont tous deux des couvents exilés, alors que le Carmel de Namur et les Colétines de Saint-Servais sont des fondations nationales. Et donc je dispose dans mes recherches d'un échantillon qui me permet justement de comparer le devenir de communautés exilées avec des communautés qui ont été directement fondées sur le sol belge. Alors, si l'on regarde l'échantillon, donc le relevé que j'ai fait des religieuses contemplatives à l'époque contemporaine en Wallonie et à Bruxelles, sous l'angle du type de fondation, à savoir est-ce que c'est une ancienne fondation, on parle d'ancienne fondation lorsqu'il n'y a pas eu de rupture avec l'ancien régime, et comme je vous ai montré sur le relevé, c'était le cas de 2 monastères. On a commencé le relevé en 1800 avec 2 monastères, ce sont les carmélites et les bénédictines de Liège, donc une spécificité principautaire. Et donc, ce sont les deux uniques anciennes fondations. Pour le reste, on parle soit de nouvelles fondations ou de restauration. C'est-à-dire qu'en fait, on va relever un couvent qui avait disparu à la suite des mesures françaises contre la religion. Donc, si on prend maintenant le tableau numéro 3, famille religieuse fondée à l'époque contemporaine. Le tableau numéro 3, les couvents de contemplatives classés par type d'implantation, ancienne fondation, restauration, nouvelle fondation, couvent exilé temporaire ou couvent exilé définitif. Donc on voit ce que je viens de dire, donc 2 anciennes fondations, 9 restaurations, 75 nouvelles fondations, donc des fondations qui viennent bien de la Belgique, des couvents exilés temporaires, c'est-à-dire qui ont regagné la France, 58 couvents, et des couvents exilés définitifs, donc qui se sont implantés en Belgique, 23 couvents, pour un total de 167 couvents. Si l'on étudie ou qu'on tient compte maintenant de l'implantation au niveau du territoire et non pas du type de fondation. Peut-être que je vais quand même faire un commentaire par rapport à cette évolution du nombre de maisons religieuses. C'est, comme vous avez vu, malgré l'arrivée massive de congrégations étrangères et surtout françaises, cela ne va pas entraver la propre production belge. Donc le réveil religieux dans les années 1880 a été tel que les couvents continuaient à être fondés malgré l'arrivée de couvents étrangers. Donc on était vraiment, il faut savoir que la Belgique était un pays, probablement vous le savez déjà, mais en tous les cas, on va dire très cléricalisé, il y avait énormément de prêtres, et aussi énormément de religieux. Et c'est pour ça aussi que les congrégations françaises sont venues en Belgique, parce qu'elles trouvaient là un accueil tout à fait favorable et un soutien. Alors donc, comme je dis, l'arrivée massive des religieuses françaises n'entrave pas le processus de fondation belge, qui poursuit sa progression jusque dans les années 1970. Alors, si maintenant on observe... Si maintenant on regarde se relever à partir de l'implantation dans les villes ou dans les campagnes,
Et ça, c'est le tableau numéro 4. Nombre de couvents de contemplatives en ville et à la campagne, en Wallonie et à Bruxelles de 1800 à 2000. Donc, sur ce graphique, on observe la disparition progressive des monastères implantés dans les campagnes pendant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, qui correspond à l'échec de la restauration cistercienne. Au XIXe siècle, donc, on compte 32 implantations en ville contre 9 à la campagne. Et les villes qui comptent le plus de couvents sont Bruxelles et son agglomération, Liège, Namur, Tournai, Soignies, Mons et Sinaia. Mais à partir du XXe siècle, le processus s'inverse. Les régions non urbaines vont être largement investies par les communautés exilées. Et si une religieuse faisait remarquer que le processus d'implantation, les endroits où les communautés exilées se sont implantées en Belgique était le fruit du hasard, ce hasard a largement bénéficié aux régions rurales. Donc c'est intéressant de voir, vous le voyez sur ce graphique, que progressivement les campagnes sont investies par ces couvents de contemplatives, de religieuses contemplatives. Alors puisque je suis ici à Mons, j'ai aussi fait une répartition selon les types de provinces. Donc on voit que le Hainaut a accueilli, donc ça c'est le tableau 5, une proportion, un nombre important de couvents. C'est même la région qui a accueilli le plus de couvents, de maisons contemplatives, et suit ensuite la province de Namur. Si on ventile par la population, on voit quand même que c'est Namur qui a la plus grande proportion de couvents par rapport au nombre d'habitants. Mais le Hainaut a quand même été une région très accueillante et qui a reçu beaucoup de couvents exilés. Alors, voilà, je vous ai donné de façon peut-être un peu sauvage un aperçu de l'implantation de toutes ces communautés exilées sans vous exposer les mesures qui ont été à l'origine de ces déplacements, de ces exils. Alors, pour l'Ancien Régime, je ne vais pas m'appesantir parce que ces mesures qui ont mené à la fin de l'ordre monastique ont déjà été suffisamment étudiées, diffusées. Je voudrais juste quand même rappeler que celles-ci au départ ne visaient pas les instituts religieux dans leur ensemble, mais uniquement les contemplatifs jugés inutiles à la société. Donc les cloîtrés étaient les premiers visés. Ce n'est vraiment à la toute fin de la Révolution, 1792, et pour la Belgique, 1796, qu'on assiste vraiment à ce qu'on appelle la suppression de l'ordre monastique et des congrégations religieuses. Ce qu'il faut retenir du second exil, parce qu'on parle parfois pour l'exil dont je fais état ici, de petit exil, de second exil, en référence au grand exil des communautés sous la Révolution française, c'est également cette même volonté de l'État, au départ en France, de contrôler les congrégations religieuses et de les soumettre à la politique de l'État. Et au départ, pas directement de les éradiquer. Ce qui fait que dans la plupart des cas, les couvents sont devant un choix, soit celui de rester en France en modifiant leur statut pour être davantage sous le contrôle étatique via le pouvoir épiscopal, ou de partir pour conserver leur mode de vie originel. Ainsi, les carmélites qui sont arrivés en 1902 à Floreffe en provenance de Montélimar quittent la France en réaction à la loi, donc la loi de 1901, le 1er juillet 1901, qu'on appelle aussi la loi Waldeck-Rousseau, qui oblige donc les congrégations non autorisées à se faire reconnaître par l'État, ce qui implique d'être reconnues d'utilité publique et de soumettre la gestion du couvent à certaines mesures de contrôle. Les carmélites de Montélimar jugent ces conditions incompatibles avec leurs règles de vie et s'engagent dans un exil qu'elles nomment elles-mêmes volontaire. Et je cite ici les chroniques: « Notre dignité et nos règles s'opposaient à ce que nos personnes, nos cloîtres, nos livres, nos biens, l'intime de notre vie privée, fût soumis à une inquisition exercée librement, en tout temps et à toute heure. »
Ainsi, le 22 septembre 1901, avant la fin du délai d'expiration de 3 mois accordé par la loi, elle quitte Montélimar pour d'abord se réfugier dans un chalet en Suisse qu'une parente leur a trouvé, et pour ensuite arriver à Floreffe en 1902. Le cas des Clarisses de Malone, donc maintenant on va toujours rester sur ces deux couvents qui sont les couvents sur lesquels j'ai fait l'analyse qualitative et qui sont les deux couvents exilés. Le cas des Clarisses de Malone est quelque peu différent parce que les Clarisses qui venaient de Saint-Omer et qui sont arrivées à Malone en 1903 n'étaient pas directement visées par la loi du 1er juillet 1901 car elles faisaient partie des congrégations déjà autorisées. Restaurées en 1824, elles avaient opté pour un compromis entre vie contemplative et éducation des jeunes et de ce fait-là, leur statut avait été reconnu par l'État. Toutefois, alarmée par le climat politico-religieux, elle décide de fonder en Belgique en cas d'une prévision ultérieure. Démarche qui est saluée par leur supérieur qui se plaît à dire qu'en cas de non-expulsion, l'œuvre, je cite, l'œuvre satanique qui pousse à l'anéantissement des communautés religieuses aura pour effet de vous multiplier. Il y avait derrière ça aussi une autre motivation dans cet exil, à savoir, et c'est ce qui était arrivé, de fonder là une filiale qui serait de nouveau entièrement vouée à la vie contemplative et qui abandonnerait l'œuvre d'enseignement qu'elles avaient dû reprendre pour être autorisée par l'État au moment de la Restauration. Quant à la réaction et à la réception de la Belgique face à cet exil, donc j'ai parlé, donc j'ai fait un relevé quantitatif j'ai un peu donné un peu les grandes lignes de cette arrivée de couvent. Ensuite, j'ai un peu expliqué le contexte politique. Maintenant, je vois très brièvement, donc, on est toujours dans la première partie, la réaction de la Belgique. On peut dire que bon, d'abord, je n'ai pas étudié ça tel quel. Donc, moi, je me suis centrée uniquement sur les archives des couvents, essentiellement. Donc, je n'ai pas étudié la presse, je n'ai pas étudié les archives ecclésiastiques, etc., pour essayer de voir quel a été l'impact au niveau social. Mais on sait que le diocèse de Namur, par exemple, d'où proviennent les 4 couvents que j'ai étudiés, a été particulièrement accueillant, puisque Monseigneur Hellens, l'évêque de l'époque, disait « Plus il y a de café, plus on boit, plus il y a de couvents, plus on prie ». Donc il a largement ouvert ses portes à toutes ces congrégations. On verra que ça n'est pas si simple, parce qu'il ne fallait pas faire non plus concurrence avec les monastères nationaux, et vous verrez après plus tard, au niveau de l'insertion économique, que cette question d'accueillir des couvents pouvait poser des problèmes dans un second temps pour la viabilité de ces couvents. En fait. Il ne peut pas y avoir trop de couvents de contemplatifs dans un périmètre restreint parce que ces couvents contemplatifs sont dépendants de l'environnement pour leur vie. Donc on va le voir. Donc, j'ai dit que la Belgique était un pays, je pense que c'était peut-être le pays d'Europe à l'époque qui comptait le plus de prêtres par habitant, enfin en tous les cas, nous étions dans un pays extrêmement, je ne sais pas si on dit cléricalisé, mais en tous les cas avec un clergé important. Et c'est l'occasion de dire que c'est un prêtre du séminaire de Floreffe qui a permis au Carmel de Floreffe de s'implanter définitivement à Floreffe. Mais on y reviendra peut-être. Ce que je voulais dire, donc, c'est que malgré ce très bon accueil réservé par la Belgique, les récits de l'exil témoignent du dénuement dans lequel vivaient ou survivaient les communautés exilées, dénuement sublimé en ascèse naturelle par les religieuses. Pour le Carmel de Floreffe, un ouvrier parlait de campement de bohème, de baraquement pour désigner cette communauté exilée dans une maison où 3 religieuses convivaient par chambre. Donc c'était, comme disaient les chroniques, la période héroïque. Et si ces années d'exil difficiles qui ont duré un laps de temps variable et donc souvent
à un moment donné, il fallait faire un choix, donc fonder en terre d'accueil ou retourner parce que ces conditions d'exil étaient trop éprouvantes. Si cette période d'exil a marqué les mémoires, plus durables encore sont les conséquences de ce type d'implantation aux caractéristiques bien différentes d'une fondation nationale. Et donc, c'est à cela que je vous convie en deuxième partie. La question de l'insertion socio-économique de ces couvents va poser un réel problème, probablement sous-estimé à l'époque, d'autant plus grave que peu d'années après leur implantation éclate la Première Guerre mondiale, qui coupe les communautés exilées de l'aide encore vivace des familles et éventuellement de leurs revenus, à quoi s'ajoute la pénurie qui vaut pour tous les Belges. Donc, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cet exposé. J'avais 1 heure, Monsieur Cauchy, vous m'aviez dit. Je pense que nous avons commencé un peu plus tard. J'espère que vous êtes encore bon pour entamer cette deuxième partie. Donc, l'insertion économique des moniales en regard de leurs conditions d'exilés. C'est une question très importante que l'économie, j'aurais pu dire aussi l'économie au cœur de la vie religieuse cloîtrée. On sait aussi que les mesures politiques françaises étaient guidées aussi par la perspective de récupérer l'avoir congréganiste. Et au XIXe siècle, en France, on faisait miroiter le milliard de congrégations, un fantasme qui a fait long feu. Derrière les grilles richement ornées, il n'y avait la plupart du temps qu'un mobilier pauvre, voire précaire. Prenons donc l'exemple du Carmel de Montélimar, donc arrivé à Floreffe en 1902, et qui va pouvoir s'implanter sur le sol belge en 1908 grâce à l'entremise d'un prêtre du séminaire de Floreffe qui va jouer le rôle de fondateur. Alors en fait, ce qui va pousser les carmélites à choisir de s'implanter définitivement, c'est l'évolution politique en France qui ne leur laisse guère d'espoir de retour, mais aussi un événement, à savoir qu'elles ont pu récupérer, c'est-à-dire que la loi de 1901 prévoyait la confiscation de l'avoir des congrégations exilées, donc la spoliation, comme on pourrait dire, de cet avoir. Et les carmélites de Montélimar ont eu la chance d'être défendus par un excellent avocat lyonnais qui leur a permis de récupérer, enfin d'être reconnus comme légal propriétaires de leur couvent. Mais dès lors, pour être sûr de ne pas être spoliées, elles ont décidé en 1904 de vendre leur couvent en France. Mais du coup, le retour là-bas devenait de plus en plus incertain. Et donc, elles bénéficiaient aussi d'un certain avoir pour une fondation nouvelle en terre d'accueil. Et donc, Camille Soré, donc le prêtre au séminaire de Floreffe, bénéficie donc de 55 000 francs, pas 55 000 euros, de la vente du Carmel de Montélimar pour une nouvelle fondation. Alors, voyons toutefois quelles sont les sources de revenus du couvent pendant la période de l'exil et après. Nous sommes maintenant au tableau numéro 7. Alors, on voit que jusqu'en 1914, le poste rente, dot et pension constitue la principale source de revenus du monastère. 79% en 1900, 97% en 1905, 96% en 1910, et en 1915, ce poste chute à 19%. C'est dire combien la structure économique conventuelle a changé à cause de l'exil, mais aussi à la suite d'un incident lié à ce contexte, à savoir, et je lis ici la chronique, c'est à cette époque que, par une fatale imprudence, la prieure remit à un agent de change 220 000 francs belges, tout l'avoir de la communauté, qui fut perdu sans retour. Cet avoir était constitué par les dots et les rentes des familles fortunées des carmélites entrées à Montélimar au XIXe siècle. On reviendra sur ces différences entre les clarisses notamment et les carmélites.
Mais dès lors, la communauté se trouve privée de toute source de revenus et on peut lire dans les chroniques que le Carmel traverse une période difficile et une grande crise de pauvreté. On vivait de peu dans la privation et la pauvreté, aimée assurément, mais non moins alarmante à certaines heures. Et je me suis rappelé dans les témoignages oraux qu'une religieuse racontait que par moments elle n'avait que des oignons à manger et que pas mal de moniales se sont rendus malades, ont vu leur santé décliner dans ce contexte de grande pauvreté pendant la guerre et aussi encore toujours pendant l'entre-deux-guerres. Dans les chroniques, en 1926, on peut lire que le Carmel traverse une crise d'extrême pauvreté. Et c'est à ce moment-là que la communauté va développer une activité rémunératrice qui est la fabrication des hosties et qui, à partir de 1930, deviendra la principale source de revenus de la communauté. Et ça, c'est un fait tout à fait spécifique au Carmel exilé, d'être tenu de développer une activité rémunératrice, et vous verrez que ça va beaucoup influencer sur leur quotidien, sur leur mode de vie et aussi sur la spiritualité. Donc, même si en principe les carmélites ne peuvent qu'êter, contrairement aux clarisses, le poste, donc je suis toujours en train de lire ce tableau 7, le poste don et aumône représente une part importante de revenus, 13% pour le XXe siècle. Mais pendant les années d'exil, de 1901 à 1908, les aumônes sont très réduites. Et la cause est l'interdiction des évêques belges pour les communautés exilées de quêter dans le diocèse. Et là, on voit les limites de l'accueil, à savoir qu'il ne faut pas non plus mettre en difficulté les communautés nationales. Donc double, triple préjudice pour ces communautés exilées. Et on verra que Malone aussi traverse des crises de pauvreté extrêmes. On va le voir encore pour Malone, c'est encore plus patent. Donc, au départ, les aumônes proviennent uniquement des familles françaises. Après la catastrophe financière de 1914 et pendant la Première Guerre mondiale, les carmélites bénéficient d'un secours considérable de l'extérieur. Et là, on se rend compte de la nécessité qui était vraiment vitale de s'implanter en terre d'accueil en fondant un couvent régulier, sans quoi elles étaient interdites de pouvoir bénéficier de l'aumône et du soutien financier de l'environnement extérieur. Donc en 1915, 42% des maigres recettes viennent des dons et aumônes. Mais depuis la fin de la guerre jusqu'en 1930, pendant la crise de pauvreté, le poste dons et aumônes continue de soutenir la communauté avec une moyenne de 27%. En 1925, le travail des hosties est mécanisé et un plus grand nombre de sœurs y sont affectées. Et à partir de 1932, le travail rémunéré des hosties commence à porter ses fruits. Voilà, je cite une religieuse qui dit « À cette époque-là, on brodait beaucoup, c'était notre gagne-pain, on faisait peu d'hosties. Il était difficile de se faire payer les heures de broderie, il fallait beaucoup travailler. Les brodeuses s'activaient donc par nécessité, mais aussi en esprit de renoncement. » Alors, l'évolution continue, et donc en 1950, on voit que le travail des hosties constitue 80% du revenu global. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, le développement d'une activité rémunérée lucrative est tout à fait spécifique au Carmel de Floreffe. Et d'ailleurs, dans les rapports des visiteurs réguliers comme l'ecclésiastique, on apprend que Floreffe est, du point de vue du travail rémunéré, le Carmel le mieux organisé de la province belge du Brabant et même de la province de Paris. Alors là, ils font état de son chiffre d'affaires en 1964, un chiffre d'affaires de 600 000 francs. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir parce que je voudrais continuer dans la ligne. Je vais juste dire que, par exemple, c'est une situation qui contraste complètement avec le Carmel de Jambes, dont la somme du travail produite en 1966, souligne le visiteur, est une des plus basses de Belgique et de France. Voilà. Donc on lit aussi dans les chroniques du Carmel de Jambes que les moniales n'ont jamais connu de réelle privation, même aux périodes de crise. Voilà.
Passons maintenant aux Clarisses de Malone, avec la grosse différence qu'on est dans le cadre d'un ordre mendiant qui refuse le système de dotation. Donc la renonciation au bien est vue comme un privilège de l'ordre. Quoique n'ayant pas les vœux solennels, donc on verra plus tard que en 1789, ce que fait le gouvernement français, c'est supprimer les ordres solennels, c'est-à-dire empêcher les religieux et les religieuses de faire des vœux irrévocables et les empêcher aussi de faire un acte qui fait qu'ils renoncent à tout héritage attendu. Donc c'était ce contre quoi les révolutionnaires se sont, battus. Donc du coup, les vœux solennels avaient été supprimés, donc plus possible de pouvoir renoncer à tout héritage attendu, mais malgré tout, on dit dans les constitutions, vous avez le droit de renoncer à vos biens parce que vos constitutions et votre privilège de pauvreté le permettent. Les moniales non clarisses, donc, n'ont pas tant de cette mission de témoignage de pauvreté. Donc, dans le cadre des moniales clarisses, les supérieurs, la mentalité est vraiment d'insister qu'elles doivent faire le témoignage de ce renoncement au bien, même si les vœux solennels ont été supprimés, et on verra qu'ils ont été supprimés en 1789 et ils ne seront vraiment réintégrés officiellement, canoniquement, qu'en 1950. Donc, entre-temps, les moniales prononcent des vœux simples perpétuels. Voilà, donc malgré que au niveau des constitutions, au niveau de la règle, on invite les moniales, avant de prononcer ces vœux, de distribuer aux pauvres tout ce qu'elles possèdent et de déposer chez le notaire un papier par lequel elles renoncent aux biens qui pourraient lui être légués. On voit qu'une analyse plus poussée des archives et de la correspondance, et confirmée par les témoignages oraux, montre que le couvent qui était dans la nécessité recevait bel et bien certains héritages de moniales, avec cette petite subtilité en disant que, en fait, le couvent étant pauvre, il était le premier pauvre, et donc il devait accepter, et les moniales donc en fait ont légué leur héritage au couvent, certaines moniales. Mais ce qui était spécifique des Clarisses, c'était évidemment qu'on avait le droit d'entrer sans dot. On n'était pas obligé d'avoir une dot, ce qui est toute la différence avec les carmélites où il y avait une dotation. Donc, du coup, les couvents de Clarisses, c'était des couvents qui finalement appelaient à un recrutement différent de familles moins aisées que les carmélites. Il y avait une différence très marquée de classe. Donc, et dans les témoignages oraux, on entend aussi confirmation. Par exemple, une moniale raconte que, je la cite, « À ce moment-là, nous étions tellement pauvres que notre confesseur a dit « Vous êtes vraiment des pauvres, vous pouvez employer l'argent que l'on vous donne si vraiment vous en avez besoin. » Donc, on voit bien que le couvent a accepté l'héritage de certaines religieuses. Alors, puisque le système des ordres mendiants refuse toute sécurité matérielle en empêchant le système de dotation et de rente, l'esprit associé est celui de l'abandon et de la confiance. Il suffit, je cite les chroniques, d'être pauvre volontaire pour ne manquer de rien. Toutefois, de nouveau, en raison du déracinement familial et social consécutif à l'exil, au début du XIXe siècle, cette communauté est plus que toute autre menacée par la pauvreté réelle qui basculera dans une précarité lors des 2 guerres mondiales. La communauté conserve un souvenir douloureux de la Première Guerre mondiale. La supérieure qui avait obligé 2 novices à sortir des clôtures pour mendier se voit destituée de son poste et renvoyée dans le couvent d'origine. Remémorant cet épisode, une moniale s'étonne de nos jours de ce que la supérieure était disqualifiée parce qu'elle envoyait 2 novices quêter dans les environs pour ne pas faire mourir de faim les sorts en clôture.
Elle pointe la mauvaise conscience des novices et la culpabilité de la vicaire, donc c'est la seconde de l'abbesse. Elle stigmatise le fait de faire de la clôture un absolu qui tue les gens moralement et physiquement. De fait, on sent que l'impératif de la confiance peut alimenter une culpabilité latente, comme le révèle cet extrait des chroniques, où le vol des provisions du couvent en 1907 est interprété comme une punition face au manque d'esprit surnaturel de cette supérieure. Peut-être Dieu voulait-il punir la supérieure d'un manque de confiance, donc de cette vicaire qui avait fait sortir les novices pour aller quêter. L'abbesse qui va succéder à cette vicaire destituée va, elle, au contraire, témoigner d'une confiance inébranlable dans les crises successives rencontrées par la communauté. Mais dans un témoignage oral, une moniale avoue que celle-ci s'est usée, elle est morte. C'est ça qui l'a fait mourir, de tracas pour les factures à régler, qu'elle n'avait pas de quoi. Je lis ce témoignage, encore d'une moniale des Clarisses de Malone. Nous étions très pauvres. Nous ne mangeons pas toujours à notre faim. Je ne pourrais pas acheter un peu de fromage pour les sœurs, pour leur souper, pour les sœurs qui travaillent au jardin. Je ne peux pas, ma fille, je n'ai pas d'argent. Et je me rappelle que j'étais avec la première portière. Il y avait le meunier qui apportait la farine. Et alors elle disait « Monsieur Massard, Saint-Joseph n'est pas encore passé », ce qui voulait dire qu'elle n'avait pas de quoi payer. Alors il a répondu en riant « C'était un brave homme, ma sœur. Je veux bien, mais c'est la 4e facture que vous me devez. » Et alors elle allait trouver la supérieure et la supérieure disait « Je n'ai pas d'argent. » Alors une fois, nous devions 7 000 francs. C'était juste avant la guerre, c'était une somme énorme. Et elle n'avait pas d'argent. Alors nous avons fait une neuvaine à Saint-Joseph. Elle a mis toutes les factures. Nous avions un Saint-Joseph à la chapelle. Elle les a reliées, les factures, elle les a accrochées au cou de Saint-Joseph et nous avons commencé une neuvaine. C'est au cours de la neuvaine, pendant la messe, on nous appelle à la porte pour signer. Le facteur attendait sa signature et c'était 7 000 francs. Alors elle est arrivée à la fin de la messe, Mère Antoinette. Elle a été directement à Saint-Joseph, elle a enlevé les factures et elle s'est mise à chanter « Qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon le bon Dieu » et elle pleurait. Alors vous pensez notre joie, on a dit le Magnificat, ah c'était une affaire. On voit à quel point donc l'insertion matérielle de ces couvents exilés pose problème et atteint la vie des moniales. Pour les Clarisses de Malone, ce qui les a probablement sauvés, c'était la présence de l'Institut Saint-Berthoin, donc les frères de Malone, qui en fait leur envoyaient des seaux, de la nourriture par seau, en fait. Et là, je vais peut-être encore citer un témoignage parce que c'est quand même assez coloré. C'était quand même un grand institut de milliers d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'un petit seau? Alors, le cuisinier mettait ça de côté. Alors, parfois, c'était le reste qui n'avait pas été mis à table, et parfois, c'était le reste qui avait quand même été mis à table. C'était pas ce qu'il y avait dans les assiettes, mais c'est ce qui avait été mis à table. Alors, parfois, c'était même des omelettes qui n'avaient pas été mangées, ou du chou. Je me souviens du chou vert cuit, ou du boudin, ou des saucisses. Alors là, c'était pour les postulantes ou les sœurs externes. Mais alors, ça durait longtemps, et parfois, c'était de la saucisse pendant 3 jours. Et moi, j'avoue sincèrement, sauf le problème diététique, mais autrement, on était heureuse, très très heureuse. Ah oui, quand on voyait arriver le petit seau, même si c'était pas appétissant pour 4 sous, pour la cuisinière, pour l'arranger, mais autrement, on avait beaucoup de joie de manger les restes. Je n'ai jamais entendu une plainte à propos des restes, on était heureuse, mais vraiment très heureuse. Ça, je dois dire que c'était quelque chose qui m'a beaucoup séduite. Alors, comment vont réagir tout de même l'encadrement ecclésiastique, les supérieurs réguliers et séculiers, les supérieurs, donc, à partir de la Révolution française, la majorité des congrégations féminines vont être placées sous l'obéissance de l'évêque et ne seront plus sous la juridiction du pendant masculin. Donc, les Clarisses vont être sous l'obéissance de l'évêque et de ses mandataires, alors que les carmélites, ça c'est une spécificité au Carmel, elles vont vraiment vouloir conserver la juridiction de l'ordre régulier des Carmes, elles auront la double juridiction. Mais donc, il y a quand même tout un encadrement masculin qui gravite autour de ces couvents et qui vont bien sûr s'inquiéter de la situation de ces couvents.
Et ce qu'ils vont trouver, comme en tous les cas, ce qu'ils vont commencer à promouvoir à partir des années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le travail rémunéré dans les couvents. Donc on a vu que, par exemple, Florès avait une longueur d'avance puisqu'ils ont développé, ce couvent qui était en précarité a développé le travail rémunéré des hosties. Et on va voir donc ici, par exemple, à Malone, le supérieur de la communauté, le supérieur spirituel, qui fait un rapport sur le travail à la demande de l'évêque pour voir comment est-ce qu'on pourrait organiser un travail rémunérateur. Et il dit que le travail est déjà très abondant, voire trop abondant, au dire de quelques religieuses. Il fait état de 2 religieuses chargées des gros travaux d'intérieur, surchargées de besogne, ainsi que de 3 jardinières, dont le travail serait trop dur pour des femmes. Il dit en revanche, le travail rémunéré n'est pas abondant. Les offres ne manquent pas, mais peu de religieuses s'adonnent à ces travaux et y consacrent peu de temps par jour. On va voir aussi que le principal travail d'une religieuse contemplative est la prière. Donc, il y a encore le travail domestique, et puis rajouter un travail rémunérateur, c'est vraiment rajouter quelque chose qui n'est pas prévu au départ dans la Constitution et les règles de vie. Donc, il continue à dire, en tenant compte du peu de temps consacré au travail rémunéré, on peut dire que celui-ci est bien rétribué, contrairement à l'impression que produit l'examen des comptes financiers du monastère. Le travail pour l'extérieur, il va même faire une comparaison avec les carmélites de Florès, et il va dire qu'il fait remarquer que le travail heure fourni par les carmélites de Florès est moins rémunéré que celui fourni par les Clarisses de Malone. Et l'unique solution entrevue pour favoriser le travail rémunéré est d'y accorder plus de temps et donc d'enlever, et c'est ce qui va être fait, 3/4 d'heure sur le temps consacré à l'oraison, à la prière. Donc, à la suite de ce rapport, les Clarisses vont se mettre à développer des travaux de couture. On est toujours chez les Clarisses des Malone, dont je cite ici. Donc, on a un peu refait les horaires et on a fait des travaux, et on avait des sœurs qui faisaient du tissage, du stoppage. Mais malgré tout, malgré cette bonne volonté, ce travail ne suffit pas aux besoins. Les Clarisses de Malone continuent à vivre dans une pauvreté moins alarmante que pendant l'entre-deux-guerres et pendant les guerres, mais quand même, encore en 1964, un visiteur dit que le monastère qui fait exception, celui de Malone, rencontre des difficultés économiques par suite de ressources insuffisantes et du grand nombre de religieuses, 30. Aucun monastère n'est en difficulté économique, sauf le monastère de Malone. Donc, vous voyez que les carmélites de Florès seront les seuls à développer un travail rémunéré, et les Clarisses de Malone sont les seuls en difficulté économique persistante. Et justement, ce sont 2 couvents exilés. Donc, on voit comment l'exil et le type de fondation, donc en fait de ne pas avoir été une fondation nationale avec tout l'apport, lorsqu'il y a une fondation nationale des familles, de l'encadrement ecclésiastique, etc., pour soutenir un couvent, combien ça peut être difficile de vivre, de survivre. Et donc, pour les Clarisses de Malone, ce qui va constituer un tournant, c'est l'affiliation aux caisses de pension pour les sœurs âgées. Et à partir de 1961, elles vont bénéficier des pensions de vieillesse de l'État. Et c'est marrant parce que comme ça ne faisait pas partie d'un poste de revenu auquel on pouvait s'attendre, au départ, ces ressources étaient mises dans divers. Donc on ne savait pas, le divers augmente, le poste divers augmente, et puis ensuite c'est devenu un poste à part entière, les pensions de l'État. Et ainsi, on peut voir dans le tableau numéro 8, donc maintenant c'est le dernier tableau, je pense, que je vous ai mis, qu'à partir de 1900, qu'en 1978, les pensions représentent presque 45% des revenus globaux. Et l'économe de l'époque
époque entre 1961 et 1969, racontent qu'après les pensions, elles ont pu manger mieux, se chauffer mieux et suivre des sessions de formation. Et au moment où je terminais ma thèse, il y avait une nouvelle loi qui était passée concernant les pensions, qui réduisait les pensions pour les personnes vivant en habitat groupé, et ça aurait pu être de nouveau un obstacle à la poursuite de la vie communautaire pour cette communauté. Voilà, donc en 1989, la communauté vit en majeure partie avec les revenus garantis pension des sœurs de plus de 60 ans, plus quelques petits travaux rémunérés, l'accueil, parce qu'elles ont ouvert une maison d'accueil qui leur prend beaucoup d'énergie, mais qui malgré tout ne leur rapporte pas grand-chose, et les dons. Voilà, de son côté, le Carmel de Floreffe continue dans sa lancée de modernisation du travail des hosties et continue à avoir ce poste de revenu. C'est pour dire donc que l'activisme guette la vie contemplative et les communautés exilées en tête. Car si par exemple je reprends de nouveau l'autre exemple donc des Clarisses de Saint-Servais qui ont été fondées une fondation nationale, on peut voir que donc elles se sont toujours, comme elles disent, elles s'en sont remises toujours à la providence. Elles n'ont même jamais tenu de registre de comptes, elles n'avaient pas d'archives comptables. En fait, si, elles en avaient, mais en fait, elles recopiaient des archives comptables d'un autre institut. L'historien devait être évidemment au courant que ce n'étaient pas des archives comptables de la maison, parce qu'en fait, pour elles, la tenue d'archives comptables était contraire à l'abandon et à cet esprit d'abandon dans la divine providence. Et dans les chroniques, on peut lire donc, « Nous ne tenons aucun compte, puisant dans la bourse de la providence au fur et à mesure de nos besoins. » Et on a la confirmation par les rapports de l'évêché que ce couvent n'a jamais connu aucune difficulté matérielle. Donc de nouveau une différence de taille entre un couvent exilé et non exilé. Alors c'est ce que je disais aussi, donc la solution que les autorités ecclésiastiques ont proposé au couvent qui était dans une difficulté matérielle d'introduire le travail rémunéré n'est pas sans poser problème puisque ça vient en concurrence à leur principal travail qui est la prière. Et ce travail rémunéré doit se rajouter à un horaire déjà serré, c'est le moins qu'on puisse dire, de travail, de prière, puisque le Carmel consacre 7h40 par jour aux diverses formes de prière, que ce soit l'oraison, l'office divin, le temps de prière principal, qui est la condition pour les vœux solennels, l'Eucharistie et les autres prières, les Clarisses de Malone 9h et celle de Saint-Servais 9h08 et celle de Saint-Servais 9h05. Donc vous vous imaginez déjà le temps de prière plus rajouter un temps de travail domestique plus un temps de travail rémunéré. Donc l'obligation donc, pour les couvents de contemplatifs de se prendre en charge en limitant au maximum la mendicité, parce que l'Église a aussi voulu limiter la mendicité en favorisant le travail rémunéré. C'est pour ça aussi qu'il a insisté que les Clarisses arrêtent avec la mendicité et développent un travail rémunéré. Et pour moi, une question tout à fait cruciale qui, au moment où j'étudie encore ces communautés, n'a pas trouvé de réponse solide. Parce que voilà, elle se débrouille avec les pensions d'État, voilà, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez bancal. Et pour une dernière partie, mais j'ai encore combien de minutes parce que j'ai commencé... La dernière partie est la plus courte aussi. Voilà, j'ai encore 10 minutes, je pense. Donc, on va revenir en dernière partie donc, à ce qui nous préoccupait au départ, qui est la clôture et la réaction donc, des cloîtrés face à l'ouverture du Concile Vatican II. Donc, la spiritualité profonde de ces moniales vouées à la prière, dans une prière coupée, enfin dans une vie isolée, en retrait du monde. Alors, si on revient à ce qui nous occupe au départ, donc l'exil des communautés, et la raison du choix de l'exil, pour les cloîtrés, permettez-moi de relire une deuxième fois le passage que je vous avais lu
en début de conférence un extrait des chroniques du Carmel de Montélimar, devenu le Carmel de Floreffe. Notre dignité et nos règles s'opposaient à ce que nos personnes, nos cloîtres, nos livres, nos biens, l'intime de notre vie privée, fussent soumis à une inquisition exercée librement en tout temps et à toute heure. Et ce que la moniale désigne ici, c'est la possibilité pour l'évêque et ses mandataires d'entrer dans le couvent et donc de franchir la clôture. C'est donc la clôture, le respect de la clôture essentiellement, qui a mis les moniales dehors sur les routes. Et c'est de cette clôture et de son évolution au XXe siècle que je vais très brièvement parler en troisième partie pour comparer de nouveau les situations dans les couvents exilés et non exilés. Et pour ça, je pars de cette année 1950, date à laquelle est promulguée la Constitution apostolique, qui aura une importance majeure chez les contemplatifs, qui est la Constitution Sponsa Christi, et qui, je cite une chronique, fut un événement sensationnel dans le monde des moniales. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Constitution ? D'une part, elle propose que les monastères isolés, donc ils étaient encore sous gouvernement, donc je vous ai dit de l'évêque, ils étaient en gouvernement avec l'évêque, mais ils étaient quand même isolés quelque part, à part ce gouvernement. Elle n'était pas regroupée comme les congrégations actives avec des supérieurs générales, vous voyez ce que je veux dire. C'était des monastères, on les appelait des monastères isolés, pour les différencier des congrégations actives qui étaient regroupées sous le chapeau d'une supérieure générale qui était la mère de toutes les maisons. Donc ils avaient une certaine autonomie. Et donc cette constitution propose le regroupement des monastères autonomes. C'est pour ça qu'on les appelle autonomes, pour les différencier des congrégations actives où ils étaient sous le chapeau d'une supérieure générale. Donc de regrouper ces monastères autonomes en fédérations, sur le modèle des congrégations à supérieure générale. Et cela essentiellement dans un but d'entraide économique. Mais d'autre part, cette même constitution encourage les moniales à revenir à la solennité des vœux, supprimée par la Révolution française. Donc, je vous avais expliqué que les vœux solennels avaient été supprimés en 1789 et ils sont restaurés en 1950. Et qu'est-ce que ça implique, ces vœux solennels ? D'une part, ça implique que la clôture associée soit une clôture dite papale, alors qu'avant c'était une clôture épiscopale, donc gérée par le pape. Et l'autre chose, je vais lire mon texte, ce sera plus précis. Donc les vœux solennels avaient été abolis en 1789. Quelle est la différence entre les vœux simples perpétuels et les vœux solennels ? Au niveau de la vie monastique quotidienne, à proprement parler, rien. Mais au niveau juridique, les vœux solennels rendent les actes de propriété testament invalides, alors que les vœux simples perpétuels rendent ces actes de propriété illicites. Ou encore, le caractère solennel des vœux comprend deux conditions qui avaient été réfutées par les révolutionnaires. L'irrévocabilité des vœux, première condition, et la renonciation définitive à tout héritage attendu. Pour les moniales, ces vœux solennels traduisent la radicalité de leur engagement. Jamais elles ne retourneraient dans le monde. Ainsi, la promulgation de la Constitution Sponsa Christi, qui veut dire donc épouse du Christ, est reçue, je cite, une observatrice de l'époque, est reçue comme la réalisation du rêve de leur vie. Et de fait, si on se penche sur la réception de cette constitution dans les monastères, et notamment dans les 4 couvents que j'ai étudiés, on voit que les moniales, dans un premier temps, ne retiennent que ça, la reprise des vœux solennels et la clôture papale. Et pas du tout les fédérations. Ça, à la limite, elles n'en ont pas du tout envie. Donc, je lis ici, les deux principaux effets de la Constitution pour notre monastère devaient être la reprise des vœux solennels et celle de la clôture papale. On ne parle même pas des fédérations. Même réaction chez les carmélites, donc là je citais les clarisses.
qui, selon un rapport de l'évêque de 1954, ont un grand désir de reprendre tant la clôture papale que les vœux solennels, mais, et je cite, sont bien loin de désirer le regroupement en fédération. Toutefois, ce regroupement de monastères isolés en fédération est le premier pas vers une ouverture au monde qui est de plus en plus promue par l'esprit du temps et par l'Église, et qui va se traduire de façon très claire avec le Concile Vatican II. Donc il prépare, ces fédérations devaient préparer un renouveau conciliaire, renouveau qui, en promouvant une ouverture au monde, va bousculer les assises de la vie cloîtrée, en obligeant les moniales à revisiter en profondeur l'essence de leur vocation. Alors, c'est vrai que c'est vraiment très contradictoire qu'une même constitution, d'une part, réinstaure la clôture papale et d'autre part, essaye de promouvoir le regroupement en fédération qui doit être une sorte de prémisse à une ouverture au monde. Alors, de nouveau, quelle est la réaction des 4 couvents que j'ai étudiés? Alors, si on prend une échelle, un regard sur la vie politique, je dirais un peu traditionnelle gauche-droite, on verra que les Clarisses de Saint-Servais, Colettine, se situent vraiment à gauche, donc vraiment conservatrices, réactionnaires, donc elles vont refuser toute ouverture et tout changement à leur vie et tout changement par rapport à la clôture. Les carmélites de Jambes se situent un peu au centre, mais de nouveau, nos 2 couvents isolés vont être vraiment les plus progressistes et ils vont se battre même en faveur de ce qu'on appelle la clôture constitutionnelle, une clôture qui permettra aux moniales d'être les propres maîtresses de la gestion de la clôture et que la gestion de la clôture ne soit plus le fait d'un supérieur ecclésiastique masculin. Donc, je clôture, ou bien alors nous avons encore quelques minutes? On va clôturer. Donc, je vais dire ici, je vais juste citer alors. Donc, les carmélites de Floreffe vont donc faire tout un chemin pour adopter la clôture constitutionnelle, mais en dernier ressort, parce que tout le milieu du Carmel estime que les carmélites doivent sauvegarder l'idéal érémitique et donc doivent avoir la clôture papale, elles vont finalement reprendre la clôture papale. Mais les Clarisses de Malone vont, elles, bel et bien aller jusqu'au bout de leur processus pour adopter la clôture constitutionnelle. Alors, donc, les Malone seront tout à fait bande à part, et je lis ici donc mon mot de conclusion. Donc, en rédigeant cette communication, il m'est apparu, ce que je n'avais pas mesuré lors de la rédaction de la thèse, que l'épisode de l'exil et la période de précarité qui a suivi avaient probablement aidé à préparer les esprits à une ouverture et à les rendre plus résistants face à l'autorité masculine. On se rappelle le témoignage de cette moniale où l'abbesse avait été destituée parce qu'elle envoyait 2 novices qui étaient pour ne pas faire mourir les sœurs en clôture. Ces histoires n'ont pas été oubliées. Dans l'exigence des Clarisses de Malone à gérer elles-mêmes leur clôture, on peut faire le lien entre le passé et le présent. Et nous touchons du doigt une réalité, aussi que nous n'avons pas encore pointée, celle du rapport entre autorité ecclésiastique et clôture. La clôture papale et ses normes qui sont considérées comme indispensables pour garantir l'idéal de vie cloîtrée, de solitude et de silence. Les Clarisses de Malone, en demandant d'être elles-mêmes les garantes de leur propre retrait, de leur choix de vie hors du monde, mettent le doigt sur un nœud idéologique mal dénoué, qu'est la confusion entre clôture féminine et obéissance à l'Église et au monde masculin. Car de fait, pourquoi la clôture ne pourrait-elle pas être aussi stricte en étant gérée par les moniales elles-mêmes? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci
d'avoir un peu structuré l'affirmation entre l'objectif, la structure religieuse et toutes ces communautés. Ça m'a d'ailleurs fait penser à la conférence que vous donnez par Sœur qui nous a parlé de Jésus. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus encore sur ce qui s'est passé dans les autres. Voilà, vous pouvez maintenant poser des questions. Voilà, j'aurais une question, je dirais, sur le contexte de l'exil de ces communautés. J'ai entendu à un certain moment qu'il y avait eu du côté, semble-t-il, donc du clergé, certaines réticences concernant le fait que les communautés exilées et établies en territoire belge auraient pu enlever des choses qui étaient destinées aux communautés indigènes, dans la mesure où, effectivement, il n'y en avait pas forcément pour tout le monde. Alors la question, ce serait de savoir, non seulement pour les autorités ecclésiastiques, enfin ça c'était évidemment l'amorce, mais aussi pour les autorités civiles, quelle a été la réaction, la position vis-à-vis de cet exil. Parce qu'évidemment, en France, on sait très bien que l'époque de Vanet-Rousseau ou de Combes est marquée par un anticléricalisme forcené et pas du tout, vous l'avez bien indiqué, désintéressé. Au contraire, en Belgique, nous vivons quand même à cette époque-là pendant une trentaine d'années, sous des gouvernements à tendance majoritairement catholique, avec évidemment des nuances régionales, mais au niveau national, ce sont des gouvernements qui perdureront jusqu'à la guerre de 14, donc on pourrait dire a priori une ambiance politique certainement plus favorable. Qu'en est-il au point de vue autorité ecclésiastique, avec déjà la petite remarque que vous avez faite, et autorité civile? Est-ce qu'il y a là un accueil positif, ou est-ce qu'on se dit oh là 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 là, quelle est cette affaire qui nous tombe sur le dos, vivement qu'on en sorte? Eh bien, en fait, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, vraiment, parce que j'ai étudié vraiment, j'ai fait toute cette recherche sur les archives internes des couvents et je n'ai pas analysé la presse et les archives, justement, du monde civil pour voir les retombées, vraiment, ou les réactions de la société à l'époque. Donc je ne peux pas vraiment répondre, si ce n'est ce que j'ai expliqué, que on disait quand même la Belgique très cléricale et donc du coup un accueil des évêques de principe, mais par exemple on voit qu'ils ont quand même interdit aux communautés exilées de quêter. Donc du coup il y avait un accueil de principe, mais c'est ce que j'expliquais, dans la réalité économique, il fallait effectivement ne pas porter préjudice aux communautés indigènes, comme vous dites, nationales. Donc cela se marquait par exemple, mais je ne connais pas bien le sujet, pour les communautés enseignantes qui sont venues, elles n'étaient pas autorisées au départ à avoir d'élèves. Enfin voilà, on voulait protéger effectivement les communautés belges. D'où ce que j'ai essayé de montrer, cette précarité dans laquelle ont dû survivre ces communautés exilées, parce qu'elles ne pouvaient pas recourir au support de l'environnement. Et donc la nécessité de s'implanter en tant que couvent régulier pour pouvoir être intégré et pouvoir bénéficier d'un support qui était quand même toujours souvent au niveau... il y avait les bienfaiteurs, en fait. Les bienfaiteurs avaient un rôle très important dans l'économie conventuelle et notamment chez les clarisses, puisqu'elles étaient vouées à la mendicité. Donc du coup, le bienfaiteur, qu'on appelait même le syndic, était la personne qui était normalement... la personne qui devait veiller au matériel, à la gestion matérielle du couvent. Mais par exemple, à Malone, elles ont un syndic qui a lui-même été victime de la crise, c'était un marchand de draps flamand, et donc du coup, il ne pouvait pas aider non plus le couvent. Mais donc, je vois que à un niveau individuel, les couvents devaient avoir des bienfaiteurs, sans quoi ils ne pouvaient pas survivre, puisque effectivement, et c'est pour ça que Thérèse d'Avila
Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il fallait bien que les institutions contemplatives réfléchissent à un système économique pour qu'elles puissent vivre. Donc les dots et les pensions au Carmel et chez les Clarisses, la mendicité. On peut parler d'une forme de protectionnisme. Est-ce qu'on peut utiliser le mot de protectionnisme clérical? Voilà, le fait de limiter les possibilités de quête qui sont tout de même. Je pense, quand je vois un petit... En fait, on peut étudier ça après en amont, en aval. Je pense qu'il y a une situation un petit peu de confusion et de chaos. Et par exemple, quand on voit comment les lieux d'implantation étaient choisis, c'était parfois étonnant. Par exemple, il y avait l'aumônier des Clarisses de Saint-Omer qui voyageait, il avait un espoir de pouvoir louer une telle propriété, et puis alors ça tombe à l'eau. Alors dans le train, il rencontre un monsieur Michotte qui lui dit: tiens, ne seriez-vous pas à la recherche d'un lieu pour une communauté exilée? Et donc ça veut dire que les gens du cru étaient quand même très avertis de ce problème, et donc ils se proposaient eux-mêmes pour louer leur maison, louer leurs biens. Mais je ne peux pas dire grand-chose parce que ce n'est pas l'analyse que j'ai faite. J'ai vraiment travaillé sur notamment les archives comptables des couvents, les chroniques, tout ça. De quoi les sœurs à l'heure actuelle? Donc j'ai dit, donc les Clarisses de Malone, moi j'ai arrêté mes recherches en 2004, 2003. Donc à l'époque, elles vivaient essentiellement des pensions de vieillesse, des pensions de l'État, des sœurs âgées. Donc, ça, c'était pour les Clarisses, mais pour les Carmélites, elles vivent vraiment de leur travail, de la fabrication des hosties. Mais il faut savoir que le Carmel de Florèche a fermé il y a quelques années, et les Clarisses de Malone aussi, donc elles sont maintenant à Bruxelles avec les franciscains. Elles ont trouvé une partie Donc, moi, quand j'ai étudié ces couvents, c'était une réalité en voie de disparition, on peut clairement le dire. Donc, tous ces couvents fermaient. Le Carmel de Jambes, sur lequel j'ai travaillé, a fermé pendant que je travaillais. Donc, je récupérais les archives. Les Collettines de Saint-Servais avaient fermé beaucoup plus tôt, en 1900. Donc, je vous avais dit, elles étaient réactionnaires à gauche. Donc, elles ne voulaient absolument pas qu'on change rien à leur mode de vie. En fait, elles ne voulaient pas qu'on supprime l'office de nuit. Elles ne voulaient pas qu'on réduise la clôture et toutes les mesures liées à la clôture. Elles ne voulaient pas d'avoir un déjeuner alors qu'elles n'avaient jamais de déjeuner. Elles se rebellaient et elles ont accepté tous ces changements, ces adoucissements à la vie monastique par obéissance. Elles n'en avaient aucun besoin, elles avaient toujours fonctionné comme ça, mais elles n'avaient eu aucune recrue non plus depuis 1945, donc il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas d'éléments jeunes. Donc elles ont continué leur vie jusqu'à ce que finalement la communauté ferme. Oui. Mais je vous dis, je trouve qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas eu de solution aux sources de revenus des contemplatifs, puisqu'on leur interdit de quêter. Il n'y a plus le système de dot et de pension, c'était pour le 19e siècle, encore au début du 20e, mais après c'était quand même quelque chose qui n'était plus dans les mentalités. Donc en fait, il n'y a plus de dot, plus de pension, interdiction de la mendicité. Donc en fait, oui, on leur demande de travailler pour vivre, mais vous avez vu, si elles doivent déjà prier 8 heures, plus encore toutes les choses, et encore rajouter un travail rémunéré, qui en plus est mal rémunéré, des hosties, de la couture, du repassage. Donc ça met les communautés vraiment sous pression. Il y a des sœurs qui se sont rendues malades à travailler. Donc on est dans des instituts contemplatifs, on pense qu'on va rentrer dans des lieux zen, et en fait on voit, c'est ce que j'ai dit, un activisme qui guette les sœurs. Ouais. Je voulais frapper l'attention des pensions, notamment. Oui. Non. Non, justement, elle n'était pas en mesure normalement de recevoir, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas parce qu'elles avaient fait un travail rémunéré, ça n'avait rien à voir. Non, c'est une bonne question, mais non. Là, je vous laisse aller jusqu'au bout.
En fait, donc en fait, les carmélites de Floreffe, je ne sais pas si elles y ont eu recours parce que c'était toute une question au sein de l'ordre. Est-ce que oui ou non on a le droit, est-ce qu'on peut user de ça? Et donc les carmélites, comme elles n'en avaient pas le besoin, elles avaient développé un travail rémunérateur suffisant, donc elles ont vraiment mécanisé le travail des hosties. Et bon, elles n'en avaient pas besoin, mais les Clarisses de Malone, ce sont les sœurs françaises qui, parce qu'elles avaient été considérées comme religieuses enseignantes. Mais c'était parce qu'elles venaient d'une communauté où il y avait des enseignements, mais elles n'avaient jamais enseigné. Donc, voilà. De nouveau, je vous dis, je trouve que les solutions qui ont été apportées par l'Église, un travail rémunéré, restent bancales, et les solutions que les couvents ont trouvées dans le concret restent aussi très fragiles et pas toujours très... Oui, bien sûr. Vous avez des adressés à l'UNICEF des religieuses françaises est-ce qu'elles ont se sont exilées dans d'autres pays? En fait, dans l'inventaire ici, non, en fait, ce sont essentiellement des congrégations exilées venues de France. Mais ça, je n'ai pas étudié. Il y avait aussi des congrégations qui sont venues d'Allemagne, par exemple. Celles qui sont venues de France, c'est essentiellement les congrégations venues du nord de la France qui se sont installées en Belgique. Et par exemple, Montélimar ne vient pas du nord de la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont d'abord allés en Suisse, là où une parente avait un chalet. Et ensuite, la Suisse a retiré aussi par un décret le droit de séjour accordé aux congrégations exilées. Et donc, à la suite de ce retrait du Conseil de Genève, elles ont dû se réexiler une deuxième fois et elles sont arrivées en Belgique. Mais la Belgique était vraiment un pays, comme dit M. Cauchy, une terre de choix parce qu'en fait, ultra cléricalisé, parti politique catholique pendant toute cette période, donc du coup c'était vraiment un lieu de sécurité, un havre, un refuge pour ces communautés, même si de nouveau on voit tout le bémol que dans la réalité ça n'a pas été facile. Je voudrais revenir à une question un peu terre à terre. Vous évoquez les recettes, vous n'évoquez pas les dépenses. Je suis resté un petit peu suspendu à cette question du défi de la tenue du ménage, le terme générique. Au fond, chaque année, ces couvents étaient devant un défi, même si elles croyaient à la providence, ça ne suffit pas pour rééquilibrer les entrées et les sorties. Donc il devait y avoir une faillite du ménage à un moment donné. Ça devait signifier quoi en termes de pratique? La fermeture des portes, on s'en va. Il y a certainement eu des drames. Oui, c'est même, je vous ai lu les témoignages, les chroniques, et je pense qu'ils adoucissent encore, les choses, comme vous dites, les drames. En fait, je n'ai pas parlé des dépenses parce qu'en fait, comme on m'avait proposé de parler de l'exil, et en fait, quand on m'a demandé de faire une conférence sur l'exil, je me suis dit, bah oui, je pourrais raconter l'exil, alors voilà, c'était dur, elles ont pleuré en quittant la communauté, elles sont parties là. Il y a plein d'anecdotes et de récits très touchants, mais je trouvais que finalement c'était plus intéressant comme j'avais eu justement ce panorama, que j'avais étudié ces 4 couvents sur le long terme, je trouvais que j'avais deux couvents exilés et 2 non exilés, je trouvais que c'était plus intéressant d'aller voir en fait les conséquences à long terme. Et donc du coup j'ai parlé effectivement des sources de revenus parce que l'exil a complètement transformé les sources de revenus. En fait, par exemple, ils ne pouvaient plus quêter, ou bien alors... donc les sources de revenus ont été vraiment transformées par l'exil, alors que les dépenses restaient les dépenses. Et en fait, j'ai aussi travaillé, j'ai aussi des tableaux sur les dépenses. Qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment quand ils n'avaient... C'est ce que j'explique, par exemple, les Clarisses de Malone, en fait... Quand il n'avait plus à manger, il y avait l'Institut Saint-Bertoin, elle priait, il y a une facture qui arrive, on a fait une neuvaine à Saint-Joseph,
il y a un bienfaiteur qui nous verse 7 000. Je pense que quand ils étaient vraiment en situation de crise, il y avait quand même toujours un recours. Je pense qu'ils venaient soit du réseau familial, soit du réseau ecclésiastique, soit de leur bienfaiteur. Mais ce qui est caractéristique, c'était de voir que les budgets dépenses, en fait, comme ils étaient très pauvres, c'était la moitié, c'était la nourriture, et puis ensuite un tiers, c'était l'énergie, enfin le charbon. Et en fait, voilà, il y avait très peu pour le reste. C'était vraiment les moyens de subsistance essentiels. Et on consommait très peu pour les vêtements, parce qu'ils ont leurs vêtements. Mais alors, on voit que quand elles commencent à avoir un peu plus d'argent, comme elle disait à Malone, ben, elles peuvent commencer à pouvoir aller en session, en formation, se former. C'était comme un luxe. Voilà, on a de l'argent, enfin, on peut se permettre de s'offrir une session, une formation. Voilà, on n'est pas juste dans les moyens dans la subsistance. Pour le bâtiment, comment on fait une culture. On est ça pour les églises aujourd'hui. Oui. Oui. Ils sont apparents. Sans quoi, Oui. on est dans l'unité, les maladies, la santé, ça fait pas beaucoup de mal. Mais voilà, je dis que le réseau a été plus difficile pour les exilés parce qu'elles pouvaient moins tenir, comme c'était pas une fondation nationale, elles pouvaient moins compter sur l'apport familial et ecclésiastique. Mais chaque fois qu'il y avait une grosse crise, il y avait quand même une réaction et voilà, des gens qui venaient secourir et les aider. Elles avaient quand même tout un réseau, on va dire. La Providence. Oui, notre conférence très intéressante, m'inspire 3 petites réflexions que je souhaite simplement partager. Je fus curé de cette paroisse ici il y a quelques années. On ne peut pas quitter l'église d'Harmonie sans dire qu'ici, à Harmonie, le Carmel de Toulon a trouvé refuge en 1904 jusqu'en 1916 dans des bâtiments qui existent toujours, que ceux qui ont été permis ont croisé, ils sont entourés dans les parmi. C'est une habitation qui est maintenant un petit peu chaud. Donc voilà, au carrefour de la route qui va vers la gauche sur un pont. Et donc, voilà. Et il y en a un souvenir, c'est deux souvenirs ici dans cette église. La statue de Sainte Thérèse d'Avila, que vous avez là derrière vous, et Notre-Dame de Carmel sur l'autre église. Donc voilà, ça devrait être dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il paraît que c'est en 1905, en 1916, il y a eu des bombardements ici à Harmonie. Leur maison était endommagée, elles ont dû partir. Je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais c'est un exemple sur la situation relativement précaire. Même si le bâtiment a été fait, peut-être qu'il y en a qui en savent plus ici, mais ça méritait d'être dit. La deuxième réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que leur propos de moyens de subsistance de ces congrégations, vous avez parlé de Carmel, il y a une dizaine d'années, nous avons eu un Carmel ici à Mons, et un Carmel d'implantation historique, pas religieuse décidée, mais il a vécu sous la navigation de Sipon pendant quelque temps, et Joseph de Genève se fournissait essentiellement en Carmel, avec la place à faire vivre, tout comme l'église artistique de Solomon qui est maintenant en Europe de Carmel. Et alors, la troisième réflexion qui me vient à l'esprit, c'est à propos des Clarisse de Malone, dont vous avez parlé, et où, dans le lien avec les deux, ici on sort du propos de notre conférence, mais je tiens à souligner le courage qu'elles ont eu dans les dernières années de leur présence, c'est que c'est chez elles que Michel Martin et Louise Martin
trouvé un régime de liberté surveillée de détention féminine en accord avec la justice. Je trouve que c'est un exemple absolument remarquable de courage de la part d'une communauté religieuse et sans d'accord, parce que vous, il y a eu une manifestation qui a montré le fenêtre de leur droit, de dire que c'est une mauvaise. Et voilà, on a le grand hommage en rappelant ce que la majorité des services. Oui, quand j'ai appris, quand j'ai appris donc qu'elles avaient accueilli Michel Martin, ça m'a, évidemment, forcément, je me suis sentie un peu pas concernée, mais j'ai été interloquée et j'ai pas pris contact, j'ai pas voulu les appeler pour avoir plus de renseignements et savoir comment. Mais je me suis dit que de toute façon, si elles avaient fait ce choix, pour sûr, c'était un choix mûrement réfléchi. Parce que c'était une communauté, et je voyais dans leurs archives qu'il y avait une habitude de... Donc déjà dans le chapitre... Donc en fait, par exemple, tous les choix d'exil, même au XIXe siècle, elles étaient devant un choix, et le supérieur leur disait... Bien sûr, elles ont été influencées. Par exemple, les carmélites étaient influencés par les carmes qui disaient... par exemple, les cisterciens ont joué le prix de « on reste en France », et on compose avec l'État, on est dans le compromis. Les carmes étaient plus radicaux, donc les carmélites ont suivi. Mais c'était les communautés qui choisissaient, et c'était par vote au chapitre. Et en fait, il y a quand même une tradition démocratique quand même dans les couvents, il ne faut pas oublier que tout se fait par vote, même si après il y a des influences, bon voilà, il n'y a peut-être pas toujours une vraie liberté. Mais j'ai vu par exemple les Clarisses de Malone évoluer dans une réflexion, un partage et un travail de parole et d'expression et de discussion. Donc, je me suis dit, si elles ont fait ce choix, c'est que toute la communauté était d'accord. Et que ça a dû être mûrement réfléchi. Elles auront dû beaucoup, parce que voilà, tout ce qu'elles faisaient, quand je vois les archives, même le choix de la Constitution, donc avoir la clôture constitutionnelle pour des clarisses, en fait, ça n'existe nulle part, peut-être même, en tous les cas pas en Belgique, c'était vraiment un choix très particulier qui les démarquait de tout le paysage contemplatif féminin. Donc elles ont été vraiment très... il y a plein de raisons. Forcément, elles ont eu un recrutement, elles ont eu une flopée de jeunes qui sont entrés dans les années 60, donc il y avait un essaim de jeunes, mais il n'y avait pas que ça. Je vous dis, je pense qu'il y a toute une maturation de leur parcours difficile quand même de vie qui les a formés et qui les a rendus ce qu'elles sont. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on propose de renoncer à